Maintenant, en ce qui concerne les coups d'État en Afrique, cher aîné, moi je fais partie de ces personnes aujourd'hui qui accusent les chefs d'État africains. Parce que quand on te dit que tu es le président de la République, tu es le chef de l'État, c'est-à-dire, est-ce que l'armée ne t'attribue pas une fonction? On dit que tu es le chef des armées. Mais comme toi, tu es le chef des armées, et c'est un capitaine ou bien un général qui vient faire coup d'État contre toi. Non, cela veut dire que toi, le président de la République, là, tu es seulement un irresponsable. Et je tire sur tous ces chefs d'État africains là, sur lesquels ils ont fait les différents coups d'État. C'est parce que ce sont des irresponsables, chers frères. Ce ne sont pas des personnes même qui doivent conduire la destinée d'un peuple. Comment on peut faire un coup d'État si toi, tu es le chef suprême des armées? Ça veut dire que tu t'es oublié à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas les politiciens qui commandent les armées? Est-ce que c'est nous qui savons? Est-ce que le politicien, il sait, est-ce qu'il a l'art de la guerre? Il n'a pas l'art de la guerre, mais il se sert de son intelligence pour pouvoir diriger une armée. Si aujourd'hui, il y a un truc qu'on ne peut pas arracher à son royaume, c'est quelqu'un quand même, il est à l'aise dans ce genre de situation-là. Quelqu'un qui arrive à manipuler un général, quelqu'un qui arrive à manipuler des colonels de l'armée. Mais comme un président de la République, toi, tu ne peux pas assurer cette fonction de président de la République là, déjà même là, en instaurant l'ordre dans ton armée. Moi, je n'ai jamais vu ça dans le monde entier, si ce n'est pas en Afrique, comme le disait le doyen Adam Kone. Parce que tu as décidé de changer un général, lui fait coup d'État contre toi. Donc, ça veut dire que tu es arrivé au pouvoir là, ça veut dire qu'en réalité, tu ne maîtrises rien. On dirait, c'est pas Bissabila qui est arrivé au pouvoir. Pourquoi il est autant facile de faire des coups d'État chez des chefs d'État africains comme ça? On se pose des questions. On se pose énormément de questions aujourd'hui sur le fonctionnement de notre armée, sur le fonctionnement de nos différentes républiques. On dit non aujourd'hui que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais attends, est-ce qu'on n'a pas Assemblée nationale dans ces différents pays-là? Est-ce qu'on n'a pas un gouvernement responsable? Eh bien, c'est un petit capitaine comme ça qui se lève et vient faire coup d'État. On va dire non, il a eu le soutien de la Russie, il a eu le soutien de ceci, cela. Non, non. Je dirais qu'il n'a pas eu le soutien de quoi que ce soit. C'est des chefs d'État qui sont juste incapables. C'est des chefs d'État qui ne devaient même pas appliquer la magistrature suprême. Parce que si ton propre pouvoir, tu ne peux pas veiller sur ton propre pouvoir de telle sorte à ce que ta population soit en paix, de telle sorte à ce que ta population ne connaisse pas 10 ans de retard, et que toi, aujourd'hui, on vient te renverser comme ça, c'est que tu ne méritais pas d'être au pouvoir. Et quand on regarde aujourd'hui, tous ces présidents de la sous-région qui ont perdu le pouvoir par coup d'État là, rentrons dans les bilans de ces présidents de la République là, vous verrez que c'est des présidents qui se sont à un moment donné laissés aller par le pouvoir. C'est des présidents qui ont refusé par un moment donné de pouvoir travailler pour la population. Mais raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a un coup d'État en Afrique de l'Ouest, vous verrez une masse de personnes sortir. Mais vous verrez pas où une population qui va aller défendre toi parce que tu es cette personne-là en qui nous avons mis toutes nos confiances. Donc là, nous aussi, là, on va sortir aussi pour être ce contrepoids là. Mais on ne verra jamais. Ça a existé. Moi, j'ai vu ça que dans un seul pays, dans le pays d'Erdogan. À travers son téléphone portable, il a réussi à mobiliser des personnes qui se reconnaissent en lui et qui a mis fin à cette tentative de coup d'État. Mais des chefs d'État africains, déjà, vous ne développez pas vos pays, vous maintenez vos pays dans un tel sous-développement. Donc, vous savez que tous les ingrédients sont réunis de telle sorte que le coup d'État puisse se faire. Et à la dernière minute, on va venir dire non, on est dans l'Union africaine, on est dans la CEDEAO, mais ce que les gens doivent retenir aujourd'hui, la CEDEAO, là, c'est comme l'école maternelle, ou bien c'est comme l'école primaire. Chaque élève représente ses parents à l'école. Donc, ça veut dire que
quand on vient là, à l'école, là, il y a déjà la base qu'on doit avoir en termes d'éducation, de telle sorte à ce que tous les membres de la classe là, puissent quand même avoir l'enseignement nécessaire qui va permettre à chaque élève d'être cette personne importante dans la société. Mais si au sein de la CEDEAO même, il y a des gens, des présidents africains, des présidents de la CEDEAO même qui ne font pas le nécessaire chez eux et qu'ils sont victimes de coups d'État, la CEDEAO va venir faire quoi dans ça? On est en union, certes, mais ça veut dire que ta cuisine interne, ça te regarde toi. Nous, la seule chose qu'on peut faire, on ne peut que condamner. Parce que si tu as fait le nécessaire, on n'est pas d'être là. Raison pour laquelle on a l'impression que la CEDEAO fait un pas en avant, 10 ans en arrière. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nos dirigeants soient suffisamment responsables, comme le président Alassane Ouattara, comme le président du Nigeria, comme le président du Ghana, pour que la CEDEAO aujourd'hui puisse avoir quand même de la force. On commence quelque chose ensemble, 2-3 jours, 3 coups d'État, tout est bouleversé, tout est arrêté au sein de la CEDEAO. Des feuilles de route en feuilles de route, parce qu'on a des chefs d'État qui sont irresponsables à la tête de certains États membres. Moi, je dirais tout simplement à nos différents dirigeants, surtout au président Alassane Ouattara, si on peut créer une autre CEDEAO, non, où on va mettre la Côte d'Ivoire, le Burkina, non, ok, on va mettre la Côte d'Ivoire, on va mettre le Ghana, les pays stables là, nous on crée notre CEDEAO, nous, les pays instables, ils n'ont pas fait d'abord eux pour eux d'abord, et après quand ça va commencer à aller chez eux là, ils vont venir maintenant dans le clan de ces pays là, de telle sorte qu'on puisse faire avancer l'Afrique. Parce que tant qu'on aura des chefs d'État irresponsables au pouvoir, l'Afrique va toujours connaître des coups d'État en un point fini. Donc, chef, je peux m'arrêter là pour l'instant. Okay. Vraiment, merci beaucoup pour cette réflexion. Et c'est une réflexion qui est aussi variée et qui soulève aussi des thématiques. Vous pouvez mettre ça sur mieux? Ok. Qui soulève plusieurs thématiques. La question de savoir comment un homme politique peut se faire berner par un homme en armes. Effectivement, dans un certain sens, on pourrait vous concéder une certaine opportunité sur la question. Je n'ai pas dit que les militaires sont bêtes. J'ai dit quand tu vas à l'école pour être un médecin, tu es fort dans la médecine, mais ça ne veut pas dire que tu es fort dans l'agriculture. Et ça, personne ne pourra me démontrer le contraire. Le vieux paysan qui est au village, son expérience qu'il a de la culture là. Toi, le médecin qui a passé toute ta vie à étudier l'anatomie là, de la même manière que tu maîtrises, tu as de l'expérience dans ton domaine là, c'est comme ça, lui, il a son expérience. Donc là, sur ce domaine là, il est ton maître. Et donc, ici, on est confronté à deux situations. C'est quoi un homme en armes et c'est quoi un véritable homme politique ou un politicien ou un homme qui veut pratiquer la politique. Quand on va définir ces deux domaines-là, avec des exemples à l'appui, vous allez bien comprendre. Voyez-vous, quand on dit que quelqu'un a été aiguisé au métier des armes, ça veut dire lui-même, il a subi l'entraînement, il a une connaissance des armes, mais aussi il a une connaissance de l'histoire de la guerre et des confrontations armées, que ce soit sur divers domaines ou diverses civilisations, cultures, il connaît tout ça. Et en fonction de toute cette connaissance-là, il sait quelle situation ressemble à quelle situation. Et en fonction des ressemblances, il essaie vite de faire le rapprochement et puis il trouve une solution rapidement. S'il n'a pas une telle formation, il sera obligé d'improviser. Or, l'improvisation est la mère de la catastrophe. C'est pourquoi il faut de la formation. De cette même manière, quelqu'un qui va dans une école politique, prenons par exemple l'exemple de Sciences Po, comme c'est ce que beaucoup connaissent. Quand tu vas là-bas, tu apprends quoi? Est-ce que ce sont les manigances qu'on t'enseigne? Ou bien je suis boulanger qu'on t'enseigne? Non. Quand tu vas dans une école où tu veux par exemple faire de la politique ou te mettre au service de la population, il y a tout un ensemble de disciplines qu'on va t'enseigner. Dans ces disciplines-là, vous allez retrouver le droit, l'économie, l'histoire, la science politique, l'apprentissage des langues étrangères,
C'est quelques exemples que je donne. Mais quand tu as l'avantage, par exemple, de connaître l'histoire de ton pays, ce n'est pas à l'historien de t'enseigner que l'histoire est toujours une répétition. Et donc, en fonction des situations qui viennent, tu sais, quand deux situations se ressemblent là, tu sais comment éviter le danger qui vient dedans. Quand tu apprends les sciences politiques, c'est un exemple, hein? Quand tu lis par exemple Le Prince de Machiavel, quand tu lis les 48 lois du pouvoir, quand tu lis beaucoup de livres politiques, au-delà de ce qui est écrit, toi-même ça permet de t'aiguiser. Ce que tu ne savais pas avant, tu vas apprendre. Mais au-delà, ce que tu as appris un homme normal, ce que tu as pu voir dedans, tu peux te surpasser en ayant la capacité d'acquérir de nouvelles expériences. Quand tu apprends des langues étrangères, ça te permet de penser comme ces gens-là pensent. Quand tu apprends le droit, ça te permet de savoir où se trouvent les limites des uns et des autres. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça te permet de connaître les hommes dans leur fonctionnement vis-à-vis de la loi. Quand tu apprends l'économie, ça te permet de savoir que ce monde-là fonctionne avec l'économie et donc il faut pouvoir faire les bons choix. Voilà un peu un homme qui veut, et surtout on apprend aussi à parler en public. Tout ça c'est important. Et donc une fois que tu as toute cette formation-là et que toi-même tu veux devenir un homme politique, tu ne seras pas comme l'homme ordinaire pour avoir un jugement simple. Et donc quand tu vas parvenir à la tête de l'État, avec toute cette formation que je viens de citer là, tu as un avantage sur l'homme des armes. Parce que la connaissance de l'histoire que tu as, la connaissance des sciences politiques que tu as, la connaissance du droit que tu as, va te permettre d'avoir une bonne capacité d'appréhender les hommes. Parce que là, aujourd'hui, je définis la politique ici comme la capacité de pouvoir anticiper sur les problèmes d'une société. La connaissance est vaste. C'est en fonction des domaines d'intérêt qu'on essaie d'expliquer les choses. Prenons la définition de la politique ici, simplement comme la capacité d'anticiper sur les problèmes à venir. Tu es devenu président. Si toi tu penses qu'il n'y aura pas de problème, tu t'es trompé. Mais qu'est-ce que je fais au cas où il y a un tel problème? Mais toi tu n'as jamais réfléchi sur ces problèmes-là, cher frère. Quelqu'un est devenu président, oui, non, il est populaire, il a eu 53% de voix. Mais ce n'est pas suffisant. Cela ne va pas t'épargner à avoir des problèmes. Cela ne va pas t'épargner à être confronté aux véritables problèmes de ton temps et de ta société. Mais un homme politique, c'est celui qui sait se dire, et si tel événement advenait, qu'est-ce que nous aurions pu faire? Quand tu te poses cette simple question-là, tu résous tellement de problèmes. Aujourd'hui, je suis d'accord avec telle personne qui est le chef de mon armée, et si l'irréparable ou l'inimaginable advenait, un homme politique doit, sans sentiment, être capable d'anticiper sur tous les cas de figure ou la majorité des cas de figure. Un homme politique qui est surpris, c'est un idiot. C'est comme un chauffeur qui devient chirurgien en pleine journée. Bonjour la catastrophe. Effectivement, en partie, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais si toi-même, tu n'as pas une bonne connaissance de l'histoire de ton pays, tu n'as pas une bonne connaissance même du fonctionnement de ton armée. Parce que ce qui se passe au Niger, là, l'histoire est tellement simple. C'est pas là entre deux hommes. Celui qui a pris le pouvoir a dit, lui n'est pas satisfait parce que lui, on voulait le dégrader pour l'enlever de son poste, du chef de la garde présidentielle. Il dit, il n'est pas d'accord. C'est tout. C'est tout qui est là. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. On n'a pas dit que le président ne travaille pas bien. On n'a pas dit que le président, de par ses propos, ses actes, est devenu quelqu'un qui met en mal l'unité sociale ou l'unité nationale. Il n'y a aucun argument valable. Ah non, il y a l'insécurité. Mais c'est vous-même qui êtes les chefs militaires. C'était à vous de répondre à ces questions-là. C'est pour ça que vous avez été formés. Et maintenant, vous allez voir, quand les militaires viennent en politique, vu qu'ils n'ont pas de connaissance de l'économie, de l'histoire, de la science politique et autres, et du droit, c'est pourquoi ils pratiquent la dictature. C'est le droit le plus simple à pratiquer, la dictature. Tu fais, je te casse la gueule et puis on passe. Là, comme ça, il n'y a plus rien à faire après. C'est ça la dictature. Et donc, malheureusement, on se retrouve donc avec des amateurs qui seront dans l'improvisation, qui ne seront même pas capables de décider correctement pour les pays, comme ce que le capitaine Traoré a fait. Pour quelques bols de céréales, il se perd déjà et il est tellement heureux comme un idiot.
Mais les gens ne semblent pas se rendre compte du danger dans lequel ils se mettent. En réalité, un homme là, tu ne peux pas faire tous les métiers. Et tu ne peux pas improviser un métier pour lequel tu n'as pas eu de formation. Ce n'est pas possible, surtout quand c'est la gestion commune. Ça, c'est encore plus risqué. Mais regardez-les sur la scène internationale. Ils sont comme des bouffons. Et ça ne fait que rabaisser l'image de notre communauté africaine. Ça ne fait que rendre ridicule l'homme noir. C'est la chose la plus bête. Et aussi, la plus déshonorante. Mais c'est encore les francophones qui continuent de faire ça. Voyez-vous, quand vous avez une bonne connaissance de l'histoire de votre peuple, vous pouvez déjà vous protéger avec le peuple. Souvenez-vous des lectures et des explications de Machiavel qu'on avait eu à donner ici, comment le dirigeant devrait se comporter. Et j'avais dit ici dans les explications qu'il y avait deux choses qu'il fallait faire. Effectivement, quand on a des dirigeants qui sont passés par l'école de la pâtisserie ou de la boulangerie, ça ne peut que donner que la catastrophe. Et dans ça, j'avais dit comme ça que le dirigeant qui est conscient de lui-même doit avoir deux éléments fondamentaux entre ses griffes, c'est-à-dire le peuple et l'armée. Quand tu as ces deux-là, tu es bien parti. Mais au pire des cas, s'il fallait faire un choix difficile, il était toujours mieux d'avoir le peuple de son côté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En tant qu'un dirigeant qui s'est formé à la politique, quand tu viens là, tu essayes de diquer aussi ta masse, ta population, en leur faisant comprendre certaines choses. Comment par exemple éviter les coups d'État? Il faut regarder dans les pays où ils ont évité des coups d'État là. Tu connais pour Erdogan là. Ça, on n'a pas besoin de te dire ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Mais il faut regarder dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas eu des coups d'État qui ont échoué? Oui, il y en a. Exemple, en Allemagne en 1920, il y a eu un coup d'État. Mais le coup d'État, la population a mis en échec le coup d'État sans tirer un coup de lance-pierre. Comment ils ont fait? De façon non violente, non armée, les populations se sont mises dans un refus général de collaborer avec les putschistes. Cela a provoqué une crise et une paralysie politique, économique et sociale. Rien ne fonctionnait. Souvent, même on coupait courant, on laisse courant dans la ville, mais on coupe courant dans les camps. Pour finir, les militaires même ont envie de dire ça là, c'est qui est mieux là, cherchons-nous, quittons le pays. Ils ont laissé le pays. Si tu n'es pas satisfait de ça, comme tu aimes la France, toi, tant que quelque chose ne se passe pas en France, tu n'es pas convaincu. Il faut aller dans l'histoire de la France. En 1961, il y a eu coup d'État là-bas. Il faut leur demander, comme vous parlez français là, comment ils ont fait pour faire échouer. Ils vont t'expliquer. Si ça, ce n'est pas encore convaincant, vous qui êtes les amis russes là, allez en Union soviétique en 1991. Comment ils ont fait pour faire échouer le coup d'État qui s'était passé? C'est la même chose. La violence non armée, mais le refus de la population de collaborer avec les putschistes. Chacun met sa partition en jeu. On peut faire des mouvements de villes mortes où personne ne sort pour faire quoi que ce soit. On ne va pas les tuer toute la population parce qu'on veut les voir dans les rues. Pour finir là, eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils ne vont pas réussir parce qu'il y aura une paralysie politique, une paralysie économique, une paralysie sociale. Mais toi, tu es un homme politique, tu dis non, on m'a élu. J'ai eu 200% de voix. C'est très bien. Mais ces 200% de voix là, tu as fait quoi pour les maintenir? Tu as fait quoi pour les consolider? Est-ce que toi-même, tu avais un bagage politique intellectuel? Si tu manques de ça là, les militaires vont t'enlever un jour. Ça aussi, c'est pas faux. C'est ce que je voulais ajouter avant de laisser la parole. Et peut-être aller inexorablement vers la conclusion. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Non, bon, vraiment, vous avez été très clair. Donc, tant qu'on aura des présidents irresponsables au téléphone, des présidents pardon, au pouvoir, des présidents qui sont arrivés comme ça sur la base ethnique, l'Afrique va toujours connaître des coups d'État. Donc, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Avant qu'on passe à la phase conclusion. Il n'y a pas de problème.